la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une administration du ministère de la Justice qui prend en charge les adolescents sous main de justice dans le cadre de passage à l'acte délinquant. Donc, on prend en charge quasi exclusivement des mineurs au pénal. Effectivement, sur la question de la dégradation des conditions d'accueil et des droits des usagers dans le cadre de nos missions à la protection judiciaire de la jeunesse, elle est à mettre en lien avec le manque de moyens au sein du ministère de la Justice et de la protection de l'enfance. On a de nombreuses revendications à la CGTPJ à ce sujet, mais de façon plus large avec nos camarades de l'action sociale et de la CGT des services publics. Et il y a notamment des adresses qui ont été faites à Adrien Taquet sur ce sujet-là que vous pouvez retrouver. Ce sujet sur la protection de l'enfance, on voit qu'il est sous le feu des projecteurs en ce moment. Il y a plusieurs documentaires qui ont été diffusés. Ce qu'on peut déplorer, c'est que ce qui est pointé du doigt, ce sont des dysfonctionnements professionnels et on ne se pose jamais la question de pourquoi les signalements pour maltraitance ne sont pas traités en temps et en heure, pourquoi les foyers d'accueil de mineurs au civil ou au pénal sont en difficulté et pourquoi les conditions d'accueil des mineurs se dégradent. La réalité, c'est que tous les secteurs de la prise en charge des enfants et des adolescents en danger ou en difficulté sont indigents en termes de moyens humains et matériels. Et que aussi engagés soient les agents dans leur mission, ils ne peuvent pas concrètement pallier à ce manque de moyens. On est face à des publics qui cumulent différents types de difficultés. On assiste du coup à une espèce de renvoi de ballons d'un secteur à l'autre, car toutes les structures sont surchargées de prise en charge et ne sont en capacité que de traiter les extrêmes urgences. De plus, les secteurs de la prévention, la PMI notamment, les clubs de prévention ont été saignés à blanc et les situations sont donc traitées quand elles sont urgentes et inextricables, là où des interventions précoces auraient pu empêcher la dégradation de la situation des mineurs et de leur situation de danger ou de difficulté. Pour vous donner un exemple concret, avec le secteur qui est celui de la pédopsychiatrie, il y a de moins en moins de places en pédopsie, quel que soit le type de prise en charge de journée ou en hospitalisation. Le résultat de cela, c'est que des mineurs pris en charge au pénal qui auraient besoin de soins en même temps ne sont pas pris en charge en priorité, puisqu'on considère qu'il y a déjà une prise en charge qui existe, et que leur situation se dégrade, les conduisant parfois à des nouveaux passages à l'acte qui alourdissent leur dossier pénal, là où la mise en place d'un accompagnement via le SWAMPSI aurait pu éviter ces nouveaux passages à l'acte. Un exemple très concret, par exemple, un éducateur qui va se retrouver obligé d'administrer un traitement psychotrope à un adolescent car il n'y a pas d'infirmier sur les structures pour le faire. Et compter des gouttes de tertian dans un bureau partagé avec un collègue potentiellement au téléphone et un jeune qui trépigne, c'est pas les conditions idéales. Malheureusement, s'il y a une erreur, ce sera de la responsabilité de l'éducateur, alors qu'au final, c'est parce qu'il pallie à l'absence d'un professionnel de santé pour assurer cette mission. Sur la question de la dégradation des conditions de travail qui sont en lien direct avec la dégradation des conditions de prise en charge des mineurs, elle est criante à la PJJ tant sur les hébergements que sur les milieux ouverts. On l'a vu lors de la crise Covid sur la sous-dotation en matériel informatique, par exemple. Alors, cela tend à se résorber, mais c'est un cache-misère, la distribution d'ordinateurs aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est loin de suffire. La situation immobilière à la PJJ est significative. Beaucoup de foyers ou de milieux ouverts sont dans un état immobilier délabré. J'ai un exemple en tête du foyer en région parisienne qui est par exemple envahi de nuisibles et il n'y a pas de solution pour que ce soit résolu. Sur les normes de prise en charge, on est par exemple en milieu ouvert sur une norme de 25 jeunes par éducateur. Alors cette norme, en fait, c'est une norme qui est une norme d'allocation des moyens et notamment des équivalents temps plein. Donc l'administration considère que 25 jeunes égale un éducateur et alloue les moyens à
à ce niveau-là. Sauf que de fait, on est plus souvent entre 28 et 30 jeunes par éducateur. Mais les moyens sont toujours alloués en considérant qu'il y a 25 jeunes par éducateur, ce qui crée un décalage entre les moyens réels et entre les besoins et les moyens alloués. On constate aussi un recours au contractuel très important à la PJJ, sans se poser la question en fait de pourquoi on a besoin de ces contractuels. C'est parce qu'on manque de titulaires. Si on manque de titulaires, c'est probablement que ces métiers ne sont pas assez attractifs sur la question du traitement. Et on a aussi recours aux contractuels sur les structures qui rencontrent des difficultés. Et on voit beaucoup de structures d'hébergement en difficulté où la majorité de l'équipe est constituée de contractuels. Et on assiste à une fuite des titulaires de ces structures. Dans d'autres contextes, je pense notamment à ce qui se passe sur le moment sur l'UHC de Perpignan. On est sur une structure qui a rencontré de nombreuses difficultés qui n'ont pas été traitées par l'administration quand les organisations syndicales ont alerté. On en arrive à une situation où l'établissement a été inspecté, où il y a une préconisation de mutation dans l'intérêt de service d'un certain nombre d'agents, sans qualifier de faute disciplinaire. Hein. On mute les agents comme ça, là, un petit peu au petit bonheur la chance, et on les remplace par des contractuels. Donc ça pose question à ce mouvement systématique en fait, de remplacer des titulaires par des contractuels, et ça pose la question de l'attachement au service public. Ça me permet de faire le lien avec le dévoiement des missions et la perte du sens du travail et du sens des missions de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont de prendre en charge des mineurs, des adolescents au pénal aussi, parce qu'on considère qu'un enfant délinquant, c'est un enfant qui a besoin d'être protégé. On assiste en ce moment à une OPA hostile, entre guillemets, du groupe SOS sur les missions de la PJJ. Il y a déjà beaucoup de structures d'hébergement qui accueillent au pénal qui sont gérées par le secteur associatif habilité. Le groupe SOS en gère beaucoup. Et c'est illustré récemment en expliquant qu'ils étaient prêts, dans le cadre de la réforme du Code de justice pénale des mineurs, à embrasser encore plus de missions de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc ce mouvement et de massification des contractuels et de sous-traitance au secteur associatif habilité d'un certain nombre de missions nous amène à penser qu'il y a une volonté politique de réduire à la portion congrue le secteur public dans ce domaine. Et cette réforme du CJPM qui est présentée comme une réforme éducative se trouve, selon nous, vraiment à la croisée des tendances politiques actuelles qui sont le sécuritaire et la rationalisation des moyens. On ira plus vite, on tapera plus fort et ça coûtera moins cher. Or, si on souhaite avoir une justice des mineurs plus rapide, plus efficace et qui prenne mieux en charge les problématiques des adolescents, les solutions sont assez simples. Il faut plus de magistrats, plus de greffiers et plus de personnel à la PJJ. Mais ça, c'est une question qui n'est jamais soulevée et c'est jamais entendu comme ça. Les discours qui sont renvoyés sont toujours les mêmes. Il faut réorganiser, il faut mieux organiser, il faut rationaliser et il faut toujours essayer de faire plus vite, avec moins de moyens. Donc, cette réforme du CJPM est vraiment une aubaine pour le secteur associatif habilité et on connaît les liens du groupe SOS avec la Macronie et on peut s'attendre à l'avenir à ce que de nombreux appels à projets soient raflés par ce groupe. Dans la même logique, on a le recours au marché dit public, dont on ne comprend pas pourquoi il s'appelle public, puisqu'il s'agit d'externaliser vers des structures privées les missions de support, la maintenance des bâtiments, la gestion des transports, par exemple. Et on se rend compte que ce recours au marché dit public,
au final, ne coûte pas moins cher, puisqu'on paye des frais à des intérêts privés. Donc, ça ne coûte pas moins cher et ça génère une surcharge de travail et un contrôle administratif bien supérieur à ce qui pouvait avoir lieu avant. Quand avant, dans un foyer d'hébergement, on avait un adjoint technique maintenance qui pouvait gérer l'électricité, la chaudière, les diverses petites réparations. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des contrats d'entretien avec Vinci, par exemple, qui interviennent et qui facturent systématiquement toute intervention qui n'entre pas dans le contrat d'entretien. Et on est dans une opacité assez forte sur qu'est-ce qui est dans le contrat d'entretien et qu'est-ce qui n'y est pas. Donc, cette question voilà, du manque de moyens traverse évidemment de façon prégnante la protection judiciaire de la jeunesse. Elle génère des défauts de prise en charge, en tout cas des difficultés de prise en charge pour des adolescents qui sont déjà et des familles qui sont déjà en grande difficulté, des dégradations de ces situations qui, si chaque secteur était doté correctement de moyens adaptés, pourraient être traités différemment. Et finalement, si on a une réflexion à long terme et rationnelle, finalement, aurait un coût moindre pour la société et pour les personnes, puisqu'on éviterait à ces situations de se dégrader et de générer de la violence supplémentaire et de la difficulté. Voilà pour moi.